Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'actualité en Ukraine a continué de rythmer notre quotidien et de faire l'actualité. Et j'ai vu une pluie d'articles et de publications dans les pays du Moyen-Orient et dans la presse arabe en général qui condamnaient l'hypocrisie et le deux poids deux mesures de la part des Occidentaux. Donc je ne pouvais pas ne pas en parler, mais d'un autre côté je vais aussi montrer que c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai pris des notes parce qu'il y a énormément de choses à dire et que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo un petit peu personnelle on va dire, mais en tout cas vous l'avez certainement vu, il y a beaucoup de personnes notamment au Moyen-Orient qui ont reproché aux Occidentaux et aux Européens de s'émouvoir très facilement de ce qui se passe en Ukraine, mais de fermer les yeux totalement sur ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment en Syrie, au Yémen, en Palestine, etc. Alors il y a quelque chose dans les médias qu'on appelle la loi de proximité. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. La loi de proximité, qu'on appelle aussi très cyniquement la loi du mort-kilomètre, c'est le fait que les médias ont tendance à hiérarchiser l'information de façon à traiter en priorité les choses qui se passent géographiquement plus proches d'eux, ce qui fait que, si je devais le résumer un petit peu de manière brutale, un mort, je ne sais pas moi, en Grande-Bretagne, aura plus d'impact que 50 morts en Syrie par exemple. Donc ça c'est pour le traitement médiatique de ce qui se passe en Ukraine. Ce que l'opinion arabe, si on peut l'appeler comme ça, même si elle est loin d'être homogène évidemment, mais ce que l'opinion arabe a aussi reproché aux Occidentaux, c'est les sanctions, c'est d'être très prompt et très réactif à sanctionner la Russie par rapport à ce qui se passe en Ukraine, mais de l'être beaucoup moins quand il s'agit par exemple du Qatar. Vous avez vu par exemple que la finale de la Ligue des Champions qui devait se passer en Russie a été délocalisée à cause de la guerre et elle va avoir lieu en France, mais il n'y a pas eu cette même réactivité quand il s'agit du Qatar où des ouvriers meurent dans la construction des stades qui accueilleront la future Coupe du Monde, là en fin d'année, ou alors ces ouvriers qui vivent dans des conditions terribles. Il n'y a pas non plus la même réactivité quand il s'agit de la Chine, qui a accueilli dernièrement les JO et qui continue de persécuter les Ouïghours. Donc voilà, il y a cette condamnation, mais aussi l'Arabie Saoudite, à qui la France vend des armes, l'Arabie Saoudite qui bombarde en même temps le Yémen, probablement aussi avec des armes françaises, sauf que la France effectivement a des intérêts économiques avec l'Arabie Saoudite. Il y a le fait que quand Israël bombarde la bande de Gaza par exemple, il n'y a pas de pluie de sanctions ou de condamnations, c'est beaucoup plus tempéré. Il y a bien un boycott qui existe de la part de certains pays arabes ou de certains pro-palestiniens en tout cas, ou des gens qui défendent la paix, mais c'est souvent regardé avec un peu de méfiance, voire condamné, et il n'y a pas ne serait-ce qu'une politique claire et sérieuse qui pourrait au moins, si ce n'est boycotter Israël, mais au moins restreindre le commerce des entreprises qui opèrent sur les territoires occupés, donc en Cisjordanie, là où la colonisation a lieu. Enfin, ce qui est dénoncé, c'est l'hypocrisie de la part des Américains, notamment, qui se réclament des droits de l'homme, de l'universalisme, de la démocratie, qui condamnent la Russie et qui pourtant eux-mêmes ont envahi l'Irak au motif des droits de l'homme, justement, là où Poutine va dire que il est là pour chasser les nazis d'Ukraine. Enfin, ce qui est reproché, c'est un certain racisme de la part des médias qui est véhiculé par des propos directs ou de manière indirecte vis-à-vis du traitement de l'information. Par exemple, vous avez dû voir sur BFM TV, il y a un intervenant qui avait dit que c'était des réfugiés ukrainiens, en gros ils sont comme nous, ils ont les mêmes voitures que nous, c'est nos semblables. Il y a eu des propos encore beaucoup plus assumé en disant que c'était des blancs, des chrétiens, c'est pas comme si ça se passait dans le tiers-monde, on se croirait en Irak alors qu'on est en Ukraine. Vous voyez, il y a presque une banalisation de la guerre dans ces pays-là, du Moyen-Orient, alors que l'Europe, c'est censé être le havre de stabilité, et donc ça ne devrait jamais arriver. De ce point de vue-là, il y a aussi une forme d'orientalisme, parce que on considère que les pays du Moyen-Orient, là-bas, les massacres, ils sont habitués, ils ont connu de toute façon tellement de guerres que c'est plus exceptionnel pour eux. Et ces biais ou ces préjugés racistes, en fait, ont été validés d'une certaine façon, parce que certains comptes qui diffusent des informations sur ce qui se passe actuellement en Ukraine ont pris la palestinienne Ahed Tamimi pour une ukrainienne. En fait, c'est des images qui remontent à 2012 où il y a cette palestinienne blonde aux yeux bleus qui tient tête à un soldat israélien qui a d'ailleurs été condamné parce qu'elle a giflé un soldat israélien et placé en détention alors qu'elle était mineure. Et donc ces images ont été récupérées
pour faire passer la scène comme si ça se passait en Ukraine. J'ai envie de dire, bien sûr, débardeurs et arrière-plan sableux en Ukraine en plein hiver. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc ça montre bien qu'il y a des biais où quand quelqu'un est blond aux yeux bleus, il peut susciter davantage la sympathie de la part des médias occidentaux. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, je vais un peu nuancer les choses parce que tout ce que je vous ai dit à l'instant, tout ce que je vous ai présenté, ça méritait de l'être et il faut condamner, mais je pense que vous l'avez déjà vu suffisamment et moi je suis là pour vous montrer que c'est un peu plus compliqué. Je veux pas simplement entre guillemets enfoncer des portes ouvertes, vous voyez. Donc pour ce qui est du fait de s'émouvoir, quand on reproche aux Occidentaux d'avoir une émotion ou une indignation à géométrie variable, c'est pas tout à fait vrai. Rappelez-vous par exemple le petit Aylan Al-Kurdi qu'on a trouvé échoué sur une plage turque, mort noyé. L'image a fait le tour du monde, ça a vraiment énormément choqué et ça a montré la détresse et le malheur des réfugiés syriens qui essayent de fuir la guerre. Et ça aboutit notamment à ce que l'Allemagne accueille environ 1 million de réfugiés, plus d'autres pays européens aussi qui se sont répartis des quotas de demandeurs d'asile sur tout le continent. Donc ça, je suis sûre que vous vous en rappelez. Il y a eu aussi le petit Omran, son visage ensanglanté qui a vraiment circulé partout après un bombardement à Alep, donc ça aussi ça a ému. Et puis en plus c'est un enfant, donc forcément on est encore plus susceptible de toucher les gens. Et puis si je prends un exemple encore plus récent, il y a le petit Ryan au Maroc. Vous avez bien vu comment ça a suscité une solidarité internationale, tout le monde était ému, surtout une fois que, après toute cette mobilisation des secouristes, finalement on a appris qu'il n'avait pas survécu. Les gens étaient sincèrement touchés parce que ça aurait pu être n'importe lequel de notre enfant, notre frère, notre cousin, etc. Et puis encore un exemple très récent en date, il y a eu le petit Fawaz en Syrie, c'était peu de temps après Ryan, un peu moins connu celui-là, donc si vous n'en avez pas entendu parler, je vous en dis brièvement quelques mots. C'est un petit enfant syrien qui a été kidnappé par une milice dans le sud du pays et les ravisseurs l'ont filmé en train de le torturer et ont envoyé la vidéo à ses parents pour demander une rançon. Je vous rassure, il a été libéré entre-temps et les ravisseurs ont eu leur rançon, mais voilà, ça a vraiment créer une mobilisation et ça a beaucoup touché. Donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a parfois des temps médiatiques comme ça, ponctuels, des coups de projecteur qui sont braqués à certains moments. Vous avez eu l'Afghanistan, par exemple, au moment de la prise de Kaboul. Là, maintenant, c'est l'Ukraine. Donc le temps médiatique est ainsi fait. Pour ce qui est des sanctions maintenant, donc le fait qu'on reproche aux Occidentaux d'avoir été beaucoup plus réactifs quand il s'agissait de sanctionner la Russie, économiquement et diplomatiquement, et pas autant pour l'Arabie Saoudite par exemple, ou Israël ou la Syrie. C'est pas totalement vrai là non plus, parce que par exemple, il y a quelque chose aux États-Unis qui a été voté, ça s'appelle l'acte César, et ça impose un embargo, des sanctions sur la Syrie pour isoler encore plus Bachar el-Assad. Le problème, c'est que c'est la population qui est en train de payer, d'en payer les conséquences. Il y a un effondrement économique total, la monnaie s'est totalement effondrée, le prix des denrées alimentaires a explosé, et ça s'ajoute au coronavirus, au fait que le pays est ruiné à cause de la guerre et à la corruption ambiante qui n'arrange pas les choses. Sur le fait d'intervenir militairement maintenant, alors là aussi c'est quelque chose que les Occidentaux ont envisagé. Il y a même un moment où François Hollande était prêt à intervenir militairement, mais finalement c'est Barack Obama qui a fait machine arrière. Donc s'il l'avait fait, on aurait reproché à ces pays de violer la souveraineté de la Syrie. On leur aurait aussi reproché de ne pas avoir de preuves sur les attaques chimiques commises sur les civils, de la même manière que les États-Unis se sont reposés sur le mensonge des armes de destruction massive de Saddam Hussein pour envahir l'Irak. Enfin, sur le reproche de mélanger sport et politique, comme c'est le cas actuellement pour la Russie, là, vous avez aussi des États arabes ou des individus qui boycottent Israël dans le domaine du sport. Vous avez beaucoup d'athlètes arabes du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord qui ont refusé d'affronter un athlète israélien et ils ont déclaré forfait parce qu'ils condamnent la politique israélienne d'occupation ou parce que tout simplement ils refusent de reconnaître purement et simplement l'existence d'Israël et ils veulent surtout pas normaliser leurs relations. Donc c'est une arme comme une autre. Pour terminer maintenant concernant le reproche sur le racisme ambiant qui est véhiculé dans les médias ou toléré, il faut garder en tête que ces individus ne représentent qu'eux-mêmes. Ce sont des propos isolés, qu'il ne faut pas banaliser bien sûr,
mais c'est pas des hommes politiques ou des représentants ou des États ou des institutions qui ont tenu ces propos. Donc ces gens-là ne représentent pas toute la population, toute l'Europe, toute la France. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs, et vous le savez aussi bien que moi, que ces propos-là ont été condamnés par énormément de monde. En plus de ça, on pourrait commettre le travers inverse, qui est de trouver par exemple au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord des personnes qui se sont par exemple réjouies des attentats contre Charlie Hebdo, sauf que c'est des personnes qui sont isolées, qui peut-être représentent un certain courant de pensée ou une certaine opinion qui existe, mais ça ne représente pas toute la population et il ne faut pas stigmatiser toute une population à cause de ça. Autre argument aussi qui est avancé, et j'ai oublié de le dire, donc je l'ajoute ici avant que ce soit trop tard, c'est qu'on a reproché le manque de solidarité arabe. Par exemple, les pays du Golfe auraient pu, c'est le reproche qui leur a été fait, accueillir des réfugiés au plus fort de la crise, mais ça n'a pas été fait. Pourtant, ils en ont les moyens. Donc les Européens et les Occidentaux vont vous dire « mais pourquoi ce serait à nous de les accueillir ?» Ça, je suis sûre que vous l'avez vu. Mais d'un autre côté, les Américains notamment portent une responsabilité dans la situation actuelle et dans la déstabilisation de ces pays qui a entraîné la fuite massive de tous ces civils. Donc eux aussi, il est de leur devoir quelque part d'en accueillir. Voilà, je ferme la parenthèse. N'oublions pas non plus que les contextes sont différents. Donc là, dans le cas de la Russie, vous avez un pays, la Russie, qui envahit l'Ukraine. Vous avez des Européens qui se sentent menacés parce que c'est aux portes de leur continent, donc ils se sentent davantage concernés, ce qui est psychologiquement parlant logique. Et vous ne pouvez pas non plus comparer la situation actuellement en Ukraine, où vous avez la Russie donc qui agresse l'Ukraine, avec le Yémen, par exemple, où il y a différents camps qui s'affrontent, c'est une guerre civile, et ces camps ont des alliés qui viennent les épauler pour les renforcer militairement. Je sais pas, la Syrie aussi, où il y a un gouvernement en place qui veut se maintenir et qui a fait appel à un allié, la Russie, pour ne pas être renversé. Donc ne comparons pas l'incomparable, comparaison n'est pas raison, comme on dit. Et puis au-delà de la comparaison, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre toutes ces situations en concurrence, les mettre dos à dos. Moi je vois souvent des gens qui parlent de l'Ukraine et on leur dit « mais pourquoi tu ne parles pas du Qatar? Pourquoi tu ne parles pas de la Palestine ?» Mais peut-être qu'il l'a déjà fait, ou qu'il va le faire plus tard, ou qu'il le fait simultanément, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Puis en plus, on ne s'en sortirait pas en plus, parce que quand quelqu'un parle de quelque chose et que une autre personne lui dit « mais pourquoi tu ne parles pas de ça ?» on pourrait le faire avec toutes les causes. Selon Oxfam par exemple, il y a 11 personnes qui meurent de faim dans le monde chaque minute. On pourrait faire ça pour la famine, pour les femmes battues, pour les discriminations religieuses. Il y a vraiment énormément de choses. L'environnement. Donc, faut vraiment pas mettre les choses en concurrence de cette manière. Ça n'a aucun sens. Le tout, finalement, c'est la cohérence. C'est faire preuve de cohérence. C'est reprocher à ces gens-là leur manque de cohérence. Parce que pour des situations similaires, soit on condamne tout de la même manière, soit on ne condamne rien. C'est pas on condamne certaines fois parce que ça nous arrange, parce que c'est dans nos intérêts ou parce qu'on se sent personnellement touché. Et à d'autres moments, on va rien dire, on va fermer les yeux, voire on va cautionner. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était un peu différente de d'habitude, mais il y a tellement de choses qui ont été diffusées et moi j'avais tellement de choses à dire que je voulais toutes les condenser dans une seule vidéo. C'est vrai que dans ce genre de situation, on cède beaucoup à l'émotion, mais moi j'avais envie un petit peu de dépassionner le débat et qu'on ait un peu plus de recul, qu'on fasse preuve de nuance. Mon but c'est surtout pas de relativiser, parce que le relativisme c'est un piège là aussi, mais de voir les choses avec une autre perspective et de les remettre dans leur contexte. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.